La plateforme est en feu. Quand avons-nous cessé de voir les dangers tout autour de nous? Depuis le fauteuil d'un avion, sur les routes que nous empruntons, dans les trains qui nous transportent et même dans les métiers que nous exerçons, le danger est partout. Nos existences sont plus connectées et plus sécurisées que jamais. Et pourtant, tout peut encore basculer en un instant. Nous allons explorer les aspects les plus dangereux de nos vies. Des sectes les plus infâmes aux criminels les plus ingénieux qui nous entourent. Nous allons découvrir les montagnes russes les plus vertigineuses et les routes les plus meurtrières du monde. Une plongée dans les environnements les plus extrêmes que l'on peut rencontrer sur notre planète. À travers des histoires glaçantes, nous allons découvrir que notre sécurité ne tient parfois qu'à un fil. Qu'il soit l'œuvre des humains, Oh mon Dieu! ou infligé par la nature, les dangers sont partout. Partout dans le monde, de dangereux détenus sont enfermés dans des établissements pénitentiaires de haute sécurité. Membres de gangs, meurtriers, terroristes, des individus au parcours jalonné d'extrême violence. Comment se retrouvent-ils derrière les barreaux? Quels risques ces détenus courent-ils une fois incarcérés? Notre soif de justice crée-t-elle de bonnes conditions de détention? Quand un attentat terroriste bouleverse le monde, les États-Unis ripostent et créent un centre de détention aux méthodes brutales. J'ai entendu le cri d'une femme dans la cellule voisine. Et ils m'ont fait croire que c'était ma femme qui était torturée. Au Nouveau-Mexique, une émeute éclate entraînant des meurtres violents. Ce matin, un ami m'a appelé et m'a dit qu'il y avait des blessés et des morts dans la cour numéro 1. En Colombie, les égouts dévoilent un passé sombre et sanglant. Découvrez les prisons les plus tristement célèbres, violentes et dangereuses de l'histoire. Laissez-moi sortir! Pour commencer, direction la plus grande prison d'Amérique centrale, qui abrite deux gangs opposés dans une guerre de rue, le centre de confinement du terrorisme. Située au cœur du Salvador, cette prison voit le jour en janvier 2023 pour répondre à la guerre des gangs qui gangrènent le pays. Situé à 74 km de la capitale San Salvador à Tecoluca, le centre de confinement du terrorisme, dit SECO, est une prison de haute sécurité pouvant accueillir 40 000 prisonniers. La prison s'étend sur près de 2 km² au milieu des champs, volontairement isolés du reste du monde. Elle n'a pas pour but de réinsérer les détenus qui s'y trouvent, mais bien de les enfermer indéfiniment. Y sont parqués les membres les plus dangereux de deux gangs d'Amérique centrale, le MS-13 et le Barrio 18. Leurs crimes, le trafic de drogue, les vols à main armée, l'extorsion et les meurtres. En 2015, le Salvador est considéré comme l'un des pays les plus violents du monde, affichant un taux record de 106 homicides pour 100 000 habitants, plus de 20 fois supérieur à la moyenne mondiale. Deux organisations criminelles sont alors désignées responsables. Durant la guerre civile qui agite le Salvador dans les années 80, de nombreux Salvadoriens fuient leur pays et trouvent refuge à Los Angeles. C'est là que naissent les gangs MS-13 et Barrio 18. En 1996, suite à une réforme des lois sur l'immigration, des milliers de Salvadoriens sont renvoyés au Salvador. Parmi eux, des membres des gangs MS-13 et Barrio 18 qui prennent rapidement le contrôle des organisations criminelles. On estime qu'en 2020, ils sont près de 60 000 membres. La violence atteint son apogée en mars 2022. En 3 jours, la guerre qui oppose les deux gangs fait 87 morts. Le président Bukele proclame alors l'état d'urgence et fait construire le centre de confinement du terrorisme.
Les premiers mois, la prison accueille 12 000 détenus, surveillés par 1000 gardiens, 600 militaires et 250 agents de police. Au maximum de sa capacité de 40 000 détenus, le centre prévoit de maintenir un gardien pour 40 prisonniers. La sécurité est assurée par 19 tours de garde, un mur d'enceinte de 3 mètres surmonté de fils barbelés et une clôture électrique sous tension de 15 000 volts. Les cellules sont particulièrement exiguës. Elles mesurent 7 mètres sur 12 et dans ces 90 mètres carrés s'entassent 156 détenus. Ils disposent donc d'un demi-mètre carré par personne, là où la Croix-Rouge recommande plus de 3 mètres carrés par prisonnier. Ils ont un lit en béton, un bidon d'eau et des toilettes. Au total, nous avons 22 000 membres de gang qui dorment les uns sur les autres sans matelas, avec 2 repas par jour. Je suis sûr que ces conditions décourageront les membres de gang de finir en prison. Ces gangs rivaux, qui se sont autrefois livrés à des affrontements sanglants dans les rues, sont désormais contraints de cohabiter. Enlevez vos t-shirts et alignez-vous face à nous. À quel gang appartenez-vous? MS-13. La situation est une véritable bombe à retardement. Les gardiens doivent rester sur le qui-vive en permanence, scrutant les détenus depuis le sol, mais aussi en hauteur. Il y a parfois des bagarres? Non, mais c'est grâce à notre surveillance constante. Nous avons des gardes armés dans les corridors, au-dessus des prisonniers. Ils ne les quittent jamais des yeux. Et il y a un garde devant chaque cellule. Toute la journée enfermés, les détenus n'ont droit qu'à une pause de 30 minutes dans le couloir pour se dégourdir. Allez, on touche la tête, les jambes. Ils dorment sur du béton et mangent leur repas avec les doigts. Les couteaux et fourchettes sont interdits, considérés comme des armes. Des conditions de détention régulièrement critiquées par des organisations internationales, mais pour le président Bukele, sa méthode dissuasive atteint ses objectifs. De 2015, où le pays affichait le triste nombre de 106 meurtres pour 100 000 habitants, en moins de 10 ans, en 2024, le nombre d'homicides a chuté à 2 pour 100 000 habitants. Des chiffres communiqués par le gouvernement. Mais quelle que soit la réalité, le SECO, aussi efficace qu'il est, reste une prison dangereuse, où mieux vaut ne pas se retrouver. Le Salvador n'est pas le seul pays à construire de nouvelles prisons. Les États-Unis répondent aussi à l'augmentation de la criminalité en créant des établissements de très haute sécurité. Bienvenue à l'Adex Florence. Cette prison de très haute sécurité ouvre en novembre 1994. Construite pour 60 millions de dollars, elle peut accueillir jusqu'à 490 détenus et se concentre sur l'incarcération des prisonniers les plus dangereux et violents des États-Unis. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, la prison Adex Florence est située dans le désert à 160 km au sud de Denver. Malgré son environnement extérieur, les cellules ne sont pas dotées d'une vue agréable. Les établissements de sécurité maximale, tels que l'Adex Florence, sont conçus pour répondre à la violence extrême de certains détenus. Un incident en particulier a marqué les esprits. Le 22 octobre 1983, à l'établissement pénitentiaire fédéral de Marion dans l'Illinois, les surveillants Merle Klutz et Robert Hoffman sont assassinés par des membres de la fraternité aryenne. Cela met en lumière de sérieuses lacunes en matière de sécurité. Cette tragédie conduit à la création de l'Adex Florence, une prison fédérale de type Supermax. Cette institution hautement sécurisée est spécialisée dans l'incarcération des détenus les plus dangereux, ceux qui représentent une menace majeure pour la sécurité nationale. Parmi eux, Theodore Kaczynski, dit Unabomber. Il a semé la terreur aux États-Unis avec une série d'attentats à la bombe qui a fait 3 morts et 23 blessés. On y trouve également un responsable des attentats du 11 septembre, l'attaque qui a causé la mort de 2996 personnes et fait des milliers de blessés. El Chapo, le narcotrafiquant mexicain, y purge également sa peine. Il est accusé d'être à l'origine de la mort de plus de 34 000 personnes
est connu pour s'être évadé de 2 prisons de haute sécurité au Mexique. Dzhokhar Tsarnaev, responsable de l'attentat du marathon de Boston, et Terry Nichols, associé à l'attentat d'Oklahoma City, font aussi partie des détenus de la prison Adex-Florence. Adex-Florence est doté de plusieurs niveaux de sécurité répartis sur ses 6 unités. Le périmètre est protégé par des clôtures de barbelés de 3,70 m avec capteur de pression pour alerter les gardes armés. Les dispositifs de sécurité incluent des miradors, des tireurs d'élite, des chiens d'attaque et des détecteurs de mouvement, assurant une surveillance rigoureuse de la zone. Et les mesures de sécurité ne s'arrêtent pas là. Les cellules, insonorisées, empêchent toute communication entre détenus. Elles sont exiguës, mesurant seulement 3,50 m par 2 m. Elles sont équipées d'un lavabo, de toilettes, d'un bureau en béton, d'un tabouret et d'un lit. La lumière naturelle provient d'une petite fenêtre avec une vue très restreinte, ce qui empêche les détenus de déterminer leur position dans le complexe et élimine toute possibilité pour eux de planifier une évasion. Adex-Florence incarne parfaitement le concept de prison supermax. Conçu pour accueillir les détenus les plus dangereux au monde, tout y est mis en œuvre pour éviter les évasions. Le niveau de sécurité y est si élevé qu'il n'est pas étonnant qu'Adex-Florence soit souvent décrite comme inviolable. D'une forteresse inviolable à une prison célèbre pour la violence de ses gardiens, direction la prison de haute sécurité de Kamiti. Ce centre de détention est réputé pour son traitement inhumain des détenus, ses conditions de vie sordides, sa surpopulation et ses conditions sanitaires déplorables. Située en périphérie de Nairobi au Kenya et initialement appelée Kamiti Downs, la prison s'étend sur près de 5 km². Ouverte en 1995, la prison de haute sécurité de Kamiti est conçue pour héberger 1400 détenus, mais elle a parfois accueilli jusqu'à 3600 personnes. Dénués d'eau courante, les détenus doivent s'approvisionner en eau dans des seaux, des conditions précaires qui compromettent leur hydratation, leur hygiène et favorisent la propagation de maladies. En 2009, une épidémie de choléra cause la mort de 9 détenus. Mais la prison de Kamiti ne constitue pas seulement un risque pour ceux qui y sont incarcérés. Elle est également une menace pour la sécurité publique. Avec un financement insuffisant et la surpopulation carcérale, la prison de Kamiti peine à contrôler ses détenus dangereux. La contrebande, y compris des téléphones portables, inonde l'établissement. Et avec les téléphones portables, les détenus créent des arnaques. Ils se font passer pour des représentants de sociétés de télécom dans le but de soutirer des informations personnelles aux victimes ou même des transferts d'argent. Des centres d'appel frauduleux qui ont poussé les autorités à installer des brouilleurs de signal pour endiguer l'activité. Je suis à Lodwar. Tu connais? Mais les détenus redoublent d'ingéniosité pour cacher téléphones, cartes SIM et chargeurs à l'abri des regards des surveillants. En réponse, ceux-ci appliquent des mesures disciplinaires brutales. Plusieurs témoignages de détenus mentionnent des fouilles corporelles et des tabassages. En 2008, une opération cause de graves blessures à 12 détenus et aurait tué l'un d'entre eux. Cette même année, environ 80 téléphones et plus de 2000 cartes SIM ayant servi à escroquer des Kenyans sont confisqués. Malgré les méthodes musclées des gardiens, la prison de Kamiti est mal sécurisée et les évasions nombreuses menacent la sécurité publique. Mohamed Ali Abikar, un islamiste radical, est un des acteurs clés de l'attaque terroriste de 2015 à l'université de Garissa au Kenya, où des hommes armés ont tragiquement ôté la vie à 148 personnes. Je n'avais jamais vu quelqu'un être tué.
Mais hier, j'ai vu des hommes mourir d'une manière vraiment horrible. Pour son implication dans le massacre, il est reconnu coupable et condamné à 41 ans de détention à la prison de Kamiti. Mais il n'y restera pas. Le lundi 15 novembre 2021, Abikar et 2 complices utilisent un burin pour extraire une brique du mur extérieur de leur cellule. Le trio s'échappe par la cour de la prison. Grâce à des lames de rasoir, ils avaient découpé leur literie et fabriqué une corde. Ils escaladent ensuite les 2 murs qui les séparent du monde extérieur. Lors de l'évasion, les caméras de surveillance ne fonctionnent pas. L'indignation est grande et on soupçonne Abikar d'avoir des complices en interne. Après une chasse à l'homme, Abikar et ses complices sont arrêtés, mais une fois encore, la réputation de la prison de Kamiti est remise en cause. Entre les maladies, les conditions déplorables et la brutalité des gardiens, sans oublier la criminalité et l'évasion de détenus dangereux, la prison de Kamiti ne menace pas seulement ses détenus, elle faillit dans son rôle de garantie de la sécurité publique. Des réformes récentes ont renforcé la sécurité de la prison, mais les arnaques à répétition et la panique engendrée par l'évasion de Mohamed Ali Abikar ont marqué à jamais les Kenyans. Passons de la prison de Kamiti, qui a connu plusieurs évasions, à celle qui s'est forgée une réputation légendaire d'inviolabilité, la prison d'Alcatraz, surnommée le Rocher. Une prison emblématique qui, malgré sa capacité modeste de 312 détenus, n'en demeure pas moins l'une des plus redoutées au monde. Nichée sur une île au cœur de la baie de San Francisco, cette prison de haute sécurité se dresse à environ 2 kilomètres du littoral. Initialement, le site abritait un phare et un fort érigés dans les années 50 avant d'être métamorphosé en pénitencier entre 1910 et 1912. Ce bâtiment pénitentiaire de 3 étages abrite 4 principaux blocs de cellules, reliés par des allées portant le nom de célèbres avenues américaines, telles que Broadway à New York et Michigan Avenue à Chicago. Au fil des années, Alcatraz a été le lieu de détention de certains des criminels les plus dangereux de l'histoire des États-Unis. Parmi eux, le braqueur de banque et kidnappeur Machine Gun Kelly, le célèbre chef mafieux de Chicago Al Capone, le gangster du Midwest Arthur Doc Barker, le parrain de la pègre de Boston James Whitey Bulger, ou encore le meurtrier Robert Stroud, connu sous le nom de l'homme aux oiseaux d'Alcatraz. Outre ces détenus fameux, Alcatraz doit aussi sa réputation de forteresse aux tentatives d'évasion ratées et mortelles. Le crime ne paie pas et le rocher ne cède pas. Les autorités pénitentiaires étudient les révoltes passées pour éviter toute nouvelle. Alcatraz restera une prison d'où l'on ne s'échappe pas. Au cours de son histoire, 14 tentatives d'évasion distinctes sont recensées. La plupart des fugitifs y ont perdu la vie. Et pour ceux qui ont disparu, leur sort demeure un mystère. La première tentative est orchestrée par Joseph Bowers en 1936, soit seulement 2 ans après l'ouverture de la prison. Lorsqu'un gardien surprend Bowers en train d'escalader une clôture pour tenter de rejoindre la rive, il ouvre le feu et Bowers succombe à sa chute de 15 mètres. Mais si Joseph Bowers avait réussi à atteindre le rivage, il aurait encore dû affronter le plus redoutable obstacle du rocher, les eaux de la baie de San Francisco. Bien que des rumeurs évoquent la présence de requins dans les eaux autour d'Alcatraz, le véritable danger provient de l'eau elle-même. Sa température oscille souvent entre 8 et 12 degrés. Et ces eaux glaciales sont tumultueuses, avec un courant puissant qui emporte quiconque osant s'aventurer vers le pont du Golden Gate. Un courant qui mène presque inévitablement à une mort certaine dans les eaux glacées du golfe des Farallones. La tentative d'évasion la plus connue de la prison d'Alcatraz a lieu le 11 juin 1962. 3 braqueurs de banque purgeant de longues peines se sont frayés un chemin à travers les grillés couvrant la bouche d'aération, ont grimpé le long du tuyau de drainage et ont disparu du rocher de la baie de San Francisco. Cela semble être la première évasion réussie dans l'histoire de cette prison de haute sécurité.
Frank Morris, avec les frères John et Clarence Anglin, orchestre l'une des évasions les plus audacieuses de l'histoire des prisons. Après avoir creusé à travers les murs de leur cellule, en masquant le bruit en jouant de l'accordéon pendant l'heure musicale d'Alcatraz, le trio s'échappe dans un couloir de service non gardé, situé juste à côté de leur cellule. Pour éviter de susciter des soupçons, ils laissent des têtes en papier mâché dans leur lit. Morris et les frères Anglin gagnent finalement les rives de l'île d'Alcatraz, où ils mettent à l'eau un radeau confectionné à partir d'une cinquantaine d'imperméables fournis par leurs codétenus. Après l'avoir gonflé à l'aide d'un accordéon modifié, le trio se jette à l'eau. L'évasion a déclenché la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de San Francisco, mobilisant des agents du FBI, des gardes-côtes, des patrouilleurs routiers, des adjoints du shérif et la police locale pour participer aux recherches. Quel que soit leur sort, les 3 détenus ont apparemment réussi un exploit que beaucoup ont tenté sans succès. Nul ne sait s'ils ont atteint la terre ferme ou si les eaux de la baie de San Francisco ont scellé leur destin. Et à ce jour, aucune évasion officielle d'Alcatraz n'est reconnue comme réussie. Que ce soit par les criminels dangereux qu'elle a hébergés, les tentatives d'évasion périlleuse ou les eaux impitoyables de la baie, Alcatraz a toujours su maintenir sa réputation d'inviolabilité et son statut légendaire. Elle a fermé en 1963. Alcatraz fait ses adieux. Le rocher de la baie de San Francisco accueille la presse en ce jour de fermeture. Mais la prison attire aujourd'hui plus d'1,5 million de visiteurs sur l'île chaque année. Si elle était encore en fonction, cette prison tristement célèbre occuperait certainement une place plus élevée dans notre classement. Alcatraz est célèbre pour ses tentatives d'évasion, mais qu'en est-il d'une prison où la liberté s'obtient par la rébellion? Voici la prison de Manchester connue sous le nom de Strangeways. Au fil de son histoire, Strangeways a hébergé certains des détenus les plus redoutés du Royaume-Uni, tels que le braqueur Charles Bronson, souvent décrit comme le prisonnier le plus dangereux d'Angleterre en raison de ses agressions à répétition sur les gardiens. Strangeways a aussi accueilli Harold Chipman, surnommé le Docteur de la Mort, un tueur en série qui a assassiné au moins 250 patients sur une période de 20 ans. Strangeways est aussi la prison où a eu lieu la dernière exécution au Royaume-Uni. Le 13 août 1964, Gwyn Owen Evans est pendu pour le meurtre de John Allen West. La peine de mort est abolie peu de temps après. Mise en service en 1869, la prison de Manchester est prévue pour accueillir jusqu'à 1000 détenus, principalement logés dans le bloc principal de l'établissement. Ce bloc comprend 6 ailes distinctes. 5 d'entre elles, nommées de A à E, sont réservées aux détenus, tandis que la 6e, appelée LF, abrite les bureaux administratifs au rez-de-chaussée et une chapelle à l'étage supérieur. Toutes les ailes convergent vers une rotonde centrale appelée le centre. Mais bien que prévue pour 1000 détenus, en 1990, la prison en compte 1600. Et sur les 350 membres du personnel prévu à l'époque, la prison n'en compte que la moitié, ce qui fait une moyenne de 9 détenus par gardien. La surpopulation s'accompagne alors de conditions de vie déplorables et inhumaines. Les petites cellules conçues à l'époque victorienne pour un seul détenu en accueillent désormais 2, voire 3. Faute de toilettes dans le bloc principal, les prisonniers doivent utiliser des seaux qu'ils ne peuvent vider qu'avec l'autorisation des gardiens. Vous savez, il y a 3 détenus par cellule et une centaine de personnes par étage. Pendant que vivent dans ces conditions, on y travaille en permanence. Lorsqu'on ouvre les cellules le matin, l'odeur n'est pas très agréable après que 3 hommes y aient dormi toute la nuit. On doit les surveiller pendant leur pause, alors qu'il n'y a que 2 espaces dédiés, et on doit rester debout au milieu. Les accusations de racisme et de brutalité policière sont alors monnaie courante. Les détenus rapportent être battus et frappés par plusieurs gardiens en même temps. À mesure que les injustices s'accumulent, la colère monte au sein de la prison. Elle est alors une bombe à retardement, prête à exploser. Vous êtes bien le détenu 804 William Murray? Vous savez que vous êtes transféré de Hull pour une période de réflexion? Dimanche 1er avril 1990, 11h. 309 détenus se trouvent dans la chapelle de la prison, le seul endroit de Strangeways où les prisonniers peuvent se rassembler en nombre.
La sécurité est renforcée par crainte de manifestations. 14 gardiens sont postés à l'intérieur de la chapelle, 7 autres dans la sacristie extérieure. Alors qu'un ministre invité termine son discours, le révérend de la prison prend le micro pour le remercier. Il est alors pris d'assaut par le détenu Paul Taylor, qui prend le contrôle. Il incite les prisonniers à protester, sachant qu'ils sont tous désespérés de leurs conditions de détention. La violence éclate, les détenus enferment les officiers dans la chapelle, avec l'intention de voler un jeu de clés. Car les clés donnent accès à tout le bloc principal. Les émeutiers libèrent alors leurs camarades en cellule. Largement dépassés en nombre, les gardiens perdent le contrôle, les prisonniers prennent le pouvoir. La violence éclate aussi entre détenus, certains s'attaquent à d'autres pour régler des comptes personnels. Cette rébellion fera un mort. Un échafaudage est présent dans le grand hall pour des travaux de rénovation. En l'escaladant, les détenus parviennent à écarter les tuiles pour atteindre le toit. Des tuiles en ardoise sont lancées sur les officiers qui tentent de reprendre le contrôle de la prison. Et ce n'est que les débuts. L'émeute durera 25 jours et entraînera une destruction presque totale de la prison. Nous possédons des dossiers dans cet établissement qui témoignent de la brutalité infligée aux prisonniers. Pendant plus de 3 semaines, les prisonniers démantèlent le toit de la prison avant de mettre le feu à l'aile E. Ces images inédites révèlent l'ampleur de l'incendie déclenché par les détenus. Les pompiers luttent pour maîtriser les flammes. Bonjour, Manchester! Le 25 avril 1990, les 5 derniers détenus, dont Paul Taylor, celui qui avait déclenché l'émeute dans la chapelle, se rendent à la police. Les dégâts sont irréparables. En l'espace de 25 jours, la prison a été vandalisée et incendiée. 147 gardiens et 47 détenus sont blessés. Un prisonnier est décédé à l'hôpital et un gardien succombe à des complications cardiaques. Strangeways rouvre en 1994, après avoir été reconstruit pour 55 millions de livres sterling, soit environ 66 millions d'euros. À la suite de cette rébellion, les normes de toutes les prisons au Royaume-Uni ont été modifiées. Mais ces dernières années, les conditions à Strangeways rappellent ce passé sombre. Des rapports font état de violence et d'usage de drogue, suggérant une nouvelle dégradation des conditions de détention. Et à Strangeways, si la situation n'est pas maîtrisée, l'ombre des émeutes des années 90 plane. Passons maintenant du Royaume-Uni à l'Amérique du Nord vers une autre prison célèbre pour ses émeutes meurtrières, le pénitencier du Nouveau-Mexique. Ouvert en 1885, c'est l'une des prisons les plus anciennes et les plus redoutées de l'État. Sa réputation sinistre trouve son origine dans une série d'émeutes, dont l'une d'entre elles reste la plus violente jamais enregistrée aux États-Unis. Situé à seulement 24 km au sud de Santa Fe, cet établissement a une capacité de 800 détenus. C'est la seule prison de sécurité maximale de l'État accueillant les criminels les plus dangereux, connus pour leur comportement particulièrement violent. Le 15 juin 1953, les détenus se soulèvent en réaction à la brutalité excessive exercée par les gardiens. À la suite de ces événements, le pénitencier opte pour une solution radicale, la construction d'une nouvelle unité pénitentiaire située à 18 km au sud de l'ancienne. Cette nouvelle structure devient l'unité principale et les anciens bâtiments sont démolis. Mais malgré ce nouveau départ, la réputation de violence continue. En 1980, la tension parmi les détenus est à son comble. Les conditions de détention ne sont pas bonnes et, de nouveau, ils subissent la surpopulation carcérale. Ils sont 1156 prisonniers pour seulement 963 lits disponibles. Les délinquants les plus violents sont incarcérés avec les détenus de droit commun. La prison est infestée de cafards et de souris. L'hygiène est déplorable. Les prisonniers sont régulièrement malades. La situation devient insoutenable.
Le samedi 2 février 1980, à 1h40 du matin, les détenus du dortoir E2 prennent le contrôle sur les gardiens lors d'un comptage des prisonniers. Ils empêchent la fermeture de la porte de l'unité et prennent 4 gardiens en otage. À 2h05, les détenus s'emparent du centre de contrôle en fracassant les vitres blindées. Les prisonniers des blocs 1, 2 et 6 sont libérés par les émeutiers. En l'espace de quelques heures, la prison est tombée aux mains des détenus. Bien que les détenus des autres blocs aient été libérés, le bloc 4, qui abrite des informateurs de la prison, reste clos. Mais l'envie de se faire vengeance sur ces informateurs est trop forte. Ne trouvant pas les clés pour accéder à cette unité, les prisonniers se fraient un chemin au chalumeau pour rendre justice à leur manière. Malgré les appels désespérés provenant du bloc 4, les gardiens restants ne parviennent pas à ouvrir l'issue de secours pour permettre aux détenus de s'enfuir. À 10h, les prisonniers prennent d'assaut ce quartier. 12 informateurs sont identifiés, sauvagement torturés, puis assassinés avec les chalumeaux, des outils ou armes artisanales. Au fil des heures, les détenus engagent des pourparlers avec les forces de l'ordre. Ils réclament de meilleures conditions de détention, une diminution de la surpopulation carcérale, ainsi que la réintroduction des programmes éducatifs qui ont été supprimés. Bien que l'ordre y soit rétabli le dimanche 3 février en milieu d'après-midi, soit 36 heures après le début de l'émeute, il faudra plusieurs jours pour que la prison soit remise en état et considérée comme suffisamment sûre pour accueillir à nouveau tous les détenus. Au final, l'émeute à la prison du Nouveau-Mexique a fait 33 morts. Parmi eux, les informateurs du bloc 4, mais d'autres détenus qui se sont entretués et quelques-uns morts d'overdose après avoir pillé la pharmacie. En raison de ces conditions de détention épouvantables et de la violence extrême qui y régnait, la prison du Nouveau-Mexique est considérée à jamais comme l'une des plus dangereuses de l'histoire. D'émeutes meurtrières à cause des mauvaises conditions de détention, aux tortures dignes du Moyen-Âge à la prison centrale de Bangkwang, il n'y a qu'un pas. Ouverte en 1933, cette prison de haute sécurité conçue pour accueillir 4000 détenus abrite certains des criminels les plus dangereux de Thaïlande. Tous y purgent des peines de plus de 25 ans, principalement pour des délits liés à la drogue, des meurtres ou des actes ultraviolents. Située dans le district de Nonthaburi à Bangkok, la prison centrale de Bangkwang est surnommée le Grand Tigre, car elle dévore ses prisonniers. Une fois que l'on y pénètre, il n'existe aucune échappatoire. La prison est également tristement célèbre car elle abrite le principal couloir de la mort de Thaïlande. De nombreux détenus y attendent leur jugement et leur possible condamnation à mort. Depuis 1935, 326 personnes ont été exécutées dans le pays. Et si jusqu'en 2003, les sentences étaient appliquées par peloton d'exécution, depuis, c'est la méthode d'injection létale qui est devenue officielle. La dernière exécution a eu lieu en 2018. Mais avec plus de 250 condamnés dans le couloir de la mort, une application de la peine capitale peut survenir à tout moment. Et la notoriété de Bangkwang ne se limite pas à son couloir de la mort. Elle est également connue pour ses conditions de détention d'un autre temps. Alors que l'ONU préconise un ratio de 5 détenus par gardien, en Thaïlande, ce chiffre grimpe en moyenne à 20 prisonniers par surveillant. Jusqu'en 2013, les détenus sont contraints de porter des chaînes en permanence. Pesant jusqu'à 4 kilos, ils doivent en prendre soin pour éviter la rouille, qui peut entraîner coupures, ecchymoses et infections. Les chaînes sont maintenant réservées aux détenus les plus dangereux, ainsi qu'aux nouveaux arrivants, qui sont menottés dès leur arrivée à Bangkwang. Avec plus de 4800 détenus dans un établissement prévu pour en héberger 4000, les chaînes ne sont pas le seul problème. La surpopulation et les conditions de vie insalubres ajoutent à sa mauvaise réputation. À la prison de Bangkwang, les cellules standards mesurent 5,80 m par 8 et accueillent jusqu'à 43 détenus. Les conditions sont encore plus strictes pour les détenus dans le couloir de la mort. 18 détenus peuvent s'entasser dans un espace de 4 mètres sur 6,70 m.
Sans lit ni couchette, les prisonniers dorment sur une fine couverture à même le sol, sous des lumières qui restent allumées toute la nuit. Dans ces conditions exiguës et insalubres, les maladies se propagent rapidement, la tuberculose étant la plus courante. Les gardiens, largement en sous-effectif, et le manque de soins médicaux n'arrangent rien. La propagation des maladies en prison est devenue un fléau ingérable. Et la Thaïlande détient le triste record du taux d'incarcération le plus élevé d'Asie, avec plus de 400 prisonniers pour 100 000 habitants. Les maladies y circulent et le manque de soins entraîne de nombreux cycles de mort. À Bangkwang, réputée pour être la pire prison de Thaïlande, le pire danger ne vient pas des détenus, mais bien de la prison elle-même. Des conditions extrêmes de détention en Thaïlande, à la vue de tous, découvrons une prison longtemps restée secrète aux yeux du monde, le camp de détention de Guantanamo. Créé en 2002 par le président américain George W. Bush, le camp de Guantanamo voit le jour dans le cadre de la guerre contre le terrorisme en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Attentats qui ont fait 2996 morts, l'un des jours les plus sombres des États-Unis. Pour les Américains, Al-Qaïda, le groupe à l'origine des attaques, doit rendre des comptes. L'objectif est de démanteler Al-Qaïda et de capturer son chef, Oussama Ben Laden. Afin de soutenir l'effort militaire à l'étranger, le président Bush promulgue un décret autorisant la détention indéfinie de ressortissants étrangers. Située à l'extrême sud-est de Cuba, une zone de 117 km² est louée aux États-Unis pour la première fois en 1903. À l'origine, elle sert de base navale et de station de ravitaillement. Mais elle représente alors un emplacement idéal pour créer une prison militaire, pour créer un centre de détention qui fonctionnera en dehors des règles conventionnelles. C'est ainsi que le célèbre camp de Guantanamo voit le jour. En plus de 20 ans d'exploitation, le camp de Guantanamo a acquis une réputation redoutable. Les accusations de mauvais traitements et de torture y sont courantes, et les groupes de défense des droits de l'homme du monde entier condamnent régulièrement ces conditions de détention. C'est un centre de détention illégal, en dehors de toute juridiction, où la torture est pratiquée. Les premières années, les prisonniers sont enfermés dans le camp X-Ray, une installation provisoire où les cellules sont construites à partir de simples grillages. Les détenus sont à l'extérieur sans protection face aux aléas climatiques. Les cellules, de simples cages de 2 mètres sur 2, sont équipées du strict nécessaire. Des couvertures, des serviettes, une brosse à dents et un mince tapis isolant pour dormir. En l'absence de toilettes, chaque prisonnier dispose alors de 2 seaux, l'un pour l'eau potable et l'autre pour y faire ses besoins. Au fil du temps, les installations temporaires de Camp X-Ray cèdent la place à une prison militaire permanente. Mais si la forme change, les accusations de violation des droits humains et de torture perdurent. Les détenus évoquent des traitements brutaux, inhumains, et un climat de souffrance et de répression. Les États-Unis ont reconnu avoir utilisé la torture par l'eau, notamment sur Khalid Sheikh Mohammed d'Al-Qaïda. Les détenus sont maintenus dans des positions inconfortables, entraînant des douleurs, puis soumis à des tortures psychologiques. J'ai entendu le cri d'une femme dans la cellule voisine, et ils m'ont fait croire que c'était ma femme qui était torturée. Ils ont apporté des photos de ma famille et de mes enfants devant moi, tandis que mes mains étaient attachées derrière mon dos à mes jambes. Et ils ont dit « Où sont tes enfants? Où est ta femme? Qu'est-ce que tu crois qui leur est arrivé ?» Ils sont aussi mis à nu et battus régulièrement. J'ai moi-même été témoin et victime de nombreux abus. Mais la pire chose que j'ai vue, c'était un prisonnier qui a été amené devant ma cellule. Ses mains étaient attachées en haut de la cage, comme ça, et il était suspendu. On lui a mis une cagoule sur la tête et il a été frappé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit finalement tué. Une fois les tortures infligées, il retourne en cellule, privé de tout, et dans ces conditions, beaucoup sont retrouvés morts. Bien que les circonstances des décès fassent l'objet de débats, 9 personnes sont décédées pendant leur détention à Guantanamo. Certains dénoncent les actes de torture des gardiens,
Les autres suggèrent des suicides. Au fil des années, la prison est obligée de réduire ses activités et les conditions s'améliorent. Nous continuerons à transférer vers d'autres pays. De manière sécurisée et responsable, les 35 détenus parmi les 91 dont le transfert a déjà été approuvé. Et à mesure que nous avançons, cela signifie qu'il nous restera environ 60 détenus, et même potentiellement moins que ça. Depuis 2002, plus de 780 prisonniers ont transité par Guantanamo. En 2004, 15 y sont encore détenus. Avec un coût de fonctionnement annuel avoisinant les 530 millions de dollars, l'espoir est grand que ce chapitre sombre de l'histoire américaine finisse enfin. Conçu à l'origine comme une prison temporaire pour détenir et interroger les combattants ennemis dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, le camp de Guantanamo a très vite suscité la controverse. Et au fil du temps, il est devenu le symbole de torture et de mauvais traitements infligés aux prisonniers. Pour beaucoup, il incarne les contradictions des États-Unis, qui font alors beaucoup de mal au nom du bien. Le camp de Guantanamo est alors entré dans l'histoire comme l'une des prisons les plus redoutées et controversées de l'histoire. Si Guantanamo garde ses secrets, ce n'est pas la seule institution carcérale à rester mystérieuse aux yeux du public. À la prison La Modelo, les découvertes sont parfois macabres. La Colombie est un pays marqué par de nombreuses guerres civiles, des conflits armés sanglants et des luttes pour le pouvoir qui ont duré des décennies. Fondées initialement en 1964, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, forment un groupe rebelle communiste qui s'est engagé dans des combats contre le gouvernement colombien et ses groupes paramilitaires. La Modelo, située au cœur de Bogota, est une prison où les FARC et leurs ennemis paramilitaires se retrouvent enfermés ensemble, transformant l'établissement en véritable champ de bataille. Avec une capacité d'accueil pouvant atteindre 11 000 détenus, la prison est le théâtre d'une guerre civile menée par les prisonniers eux-mêmes, impliquant parfois les gardiens. Des armes telles que des fusils et même des grenades sont régulièrement introduites en contrebande, alimentant le conflit entre les différentes factions pourtant logées dans des unités séparées. Les membres des FARC sont confinés dans l'aile nord de la prison. L'aile sud accueille ceux qu'ils combattent à l'extérieur comme à l'intérieur, les sympathisants et soldats du gouvernement colombien. Deux armées ennemies plus proches que jamais au sein de la prison et qui arrivent à se fournir des armes et des munitions. Une cohabitation forcément explosive. Le 27 avril 2000, après des mois de paix, un décès est sur le point de raviver le conflit. Yema Ospina Flores, un proche des membres du gang Priscos qui opère à Medellín à l'époque de Pablo Escobar, reçoit une mission des chefs paramilitaires contrôlant les unités 3 et 5 de la prison. Flores est chargé de s'infiltrer dans l'unité 4 pour identifier qui détient le contrôle parmi les détenus FARC. Mais il échoue sa mission, il est démasqué et sauvagement assassiné par les prisonniers de l'unité 4. En réaction, les détenus des unités 3 et 5 liés au groupe paramilitaire lancent l'assaut sur l'unité 4 et utilisent des grenades pour faire exploser le mur qui les sépare. Ils demandent à tous les membres de l'unité 4 de se rendre. Ceux qui refusent seront exécutés. 42 membres choisissent de se rendre, mais les violences sont nombreuses. Lorsque la police nationale colombienne intervient 2 jours plus tard à la Modelo pour restaurer l'ordre, elle découvre 4 kilos d'explosifs, 7 charges de dynamite, ainsi que plusieurs armes à feu et grenades, soigneusement emballées dans des sacs en plastique et disséminées dans tout l'établissement. Au cours de l'assaut sur le bloc 4, 32 détenus ont été tués, 17 blessés et 17 autres sont portés disparus. Pour beaucoup, les détenus disparus ont été assassinés et les corps ont été jetés dans le réseau d'égouts de la prison. Des actes barbares qui seront confirmés lors de l'enquête qui révélera en plus les restes de plus d'une centaine de personnes dans les égouts de la prison. Des dépouilles de détenus mais aussi de visiteurs. Ce matin, un ami m'a appelé et m'a dit qu'il y avait des blessés et des morts dans le patio numéro 1. Je veux savoir ce qui se passe à cause de cet appel qu'il m'a passé depuis l'intérieur.
Les autorités révèlent alors que cette méthode pour éliminer des corps était utilisée depuis la fin des années 90. La violence et les dissimulations ont toujours fait partie de la Modelo. Et malheureusement, ça continue encore aujourd'hui, une violence extrême qui ne se limite plus à l'enceinte de la Modelo. Le 16 mai 2024, le directeur de la prison, Elmer Fernandez, est tragiquement assassiné sur le chemin de son domicile. Un meurtre qui aurait été commandité par un détenu. Peu de temps avant, le directeur avait ordonné une fouille dans la cellule de ce détenu et avait perturbé ses activités illicites. Que vous soyez détenu à la Modelo, surveillant pénitentiaire ou simple visiteur, rien ne vous assure de sortir sain et sauf de cette prison tristement célèbre de Bogota. Elle a acquis sa réputation à juste titre de l'une des prisons les plus dangereuses du monde. Bien que l'histoire de la Modelo soit particulièrement sanglante, la prison au top de notre classement se distingue par ses conditions de détention parmi les plus atroces et un nombre de décès élevé. Il s'agit de la prison de Muhanga. La prison la plus dangereuse au monde est condamnée par de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme. Elle a un passé terrifiant et une réalité inhumaine pour les détenus actuels. Initialement construite en 1973 pour accueillir 600 détenus, la prison de Muhanga au Rwanda voit sa population grossir au fil des années et atteint près de 7000 détenus au milieu des années 90. En plein milieu d'une guerre civile exacerbée par des décennies de tensions ethniques entre les communautés Hutus et Tutsis, le pays vit ses heures les plus tragiques. Après la révolution rwandaise de 1961, une république dominée par les Hutus remplace la monarchie Tutsi. Les violences ethniques forcent plus de 300 000 Tutsis à fuir vers l'Ouganda, où certains forment le groupe rebelle du Front patriotique rwandais, FPR. En 1991, le FPR revient et déclenche une guerre civile. En 1993, après 2 années de guerre, une paix fragile est instaurée avec la signature des accords d'Arusha. Elle cesse lorsque le président Juvenal Habyarimana est assassiné. Accusant le FPR et les Tutsis, le groupe Hutu Power jure de se venger. Quelques heures plus tard, ils commencent à mettre en œuvre leur solution finale. Entre le 6 avril et le 19 juillet 1994, environ 1 million de personnes, y compris des Tutsis et des Hutus modérés, sont assassinés. Voilà ce qui est devenu une grande partie du Rwanda. Des maisons et villages désertés, tous les quelques mètres, un cadavre, et partout, la puanteur de la mort. Le FPR reprend le pouvoir le 18 juillet 1994, mettant fin au génocide rwandais. Je voudrais déclarer à la communauté internationale que la guerre au Rwanda est désormais terminée. Nous avons mis en place un cessez-le-feu effectif. Nous avons l'intention de pacifier le reste du pays et de traduire en justice les responsables du génocide. Une fois au pouvoir, le FPR répond au génocide et tue et emprisonne des milliers de personnes. En juin 1995, près de 40 000 prisonniers sont détenus sans procès dans des conditions souvent inadaptées. À Muhanga, des observateurs d'organisations internationales dénombrent 6 847 prisonniers, dont 218 femmes, 102 enfants, qui semblent avoir moins de 14 ans, et 20 nourrissons avec leur mère. Cette prison conçue pour 600 personnes est donc extrêmement surpeuplée. Dans des conditions inhumaines, les presque 7000 détenus se partagent 20 toilettes, soit 1 toilette pour près de 320 personnes. Sans possibilité de s'allonger ou de se reposer, les prisonniers passent leur journée debout dans le moindre espace disponible de la cour. Ils sont exposés aux intempéries, subissant aussi bien la chaleur accablante que les pluies torrentielles de la saison des pluies rwandaises. La boue sous leurs pieds devient alors un foyer d'infection et de maladies. Presque tous sont pieds nus et la moindre coupure se transforme rapidement en risque majeur pour leur santé. Les infections sont nombreuses et beaucoup finissent amputés.
Entre septembre 1994 et juin 1995, plus de 1000 détenus sont morts à la prison de Muhanga. 5 personnes meurent chaque jour en raison de maladies, de malnutrition, de négligence ou d'étouffement causés par les conditions exiguës et la chaleur extrême. À cette période, les autorités ralentissent les arrestations faute d'espace disponible pour les incarcérer. Une maigre consolation pour les détenus qui subissent toujours le surpeuplement existant. Depuis, la prison de Muhanga a été réaménagée et de nouvelles unités ont allégé la pression, tout comme la libération de certains détenus non remplacés. Mais malgré ces efforts, la prison est toujours considérée comme l'une des plus dangereuses aujourd'hui. Un passé sombre, des conditions de détention inhumaines, des morts par milliers. Pour toutes ces raisons, la prison de Muhanga se classe en tête de liste. Et elle est encore souvent décrite aujourd'hui comme un véritable enfer sur Terre. Tout au long de l'histoire, l'application de la loi et l'incarcération des détenus ont été débattues dans les sociétés. Comment punir et répondre aux crimes les plus odieux? Quelles conditions sont considérées acceptables pour contraindre les libertés de ces tueurs et personnalités hors normes? Au XXIe siècle, certaines prisons appliquent encore des pratiques qui semblent d'un autre âge, bafouant les droits de l'homme et imposant aux détenus des conditions de vie inhumaines où ils sont soumis aux maladies, à la surpopulation, au manque de soins médicaux et à la violence de codétenus ou de gardiens sans scrupules. Sur ces prisons, la société continue de s'interroger. Est-ce que ce sont encore les criminels les plus dangereux ou les prisons elles-mêmes ?